Salutations. Il a été le promoteur de la culture durant plus de 25 ans. Il l'est encore. Guy Cyr, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup de m'accueillir. Guy, tu fais partie des premières familles de l'île Jésus, quand même, dans les 10 premières familles. Mais oui. Mais toi, lorsque tu étais jeune, étais-tu impliqué un petit peu au niveau des activités de Sainte-Rose? Pas vraiment, parce qu'à l'époque, c'était notre Sainte Mère l'Église catholique qui voyait à tout. On faisait partie des enfants de cœur. Tu étais un enfant de cœur. Oui. Un peu plus tard, plus passé l'adolescence, on avait parti la jeune chambre de commerce de Sainte-Rose. Et on avait organisé, c'était moi qui étais en charge, on avait organisé un grand défilé de la Saint-Jean. Et justement, on avait mis en évidence, ça c'était en 1963. On avait mis en évidence l'apport des communautés culturelles sur l'île Jésus. C'était pas Laval, sur l'île Jésus. Et voilà, c'était le commencement. Mais là, un peu plus tard, à un moment donné, tu t'es impliqué dans la politique. Oui. Après ça, je suis devenu président du Club Richelieu. Ah oui? Mélile, qui était au fond Sainte-Rose. Là. Oui. Et puis, ce qui m'a amené en politique, c'est bizarre, des fois on dit, bien, il fait ça, il fait ci, il fait ça, alors on va l'amener avec nous. La politique m'a permis de mettre de l'avant certaines choses que j'aimais, comme les expositions. Et en 88, fin 88, début 89, c'était là le début de la fondation de la Maison des Arts, qui est devenue aujourd'hui Fondation Culture et Arts Visuels. Mais tu avais été élu avant ça en 1985. 85, oui. Mais en 88-89, le maire Lefebvre avait donné le OK, c'était important, pour faire la grande exposition qui était, pas juste à mes yeux, là, c'est un fait incontournable, la plus grande et la plus belle exposition que jamais la Maison des Arts a pu présenter. Pellan, Fortin-Gagnon. Pellan, Fortin-Gagnon. Et tu as eu des milliers oui, on a eu 42 000 personnes. Ça, c'est sans compter les élèves, les écoliers. 42 000 personnes. En 3 fins de semaine, avec des, excusez le mot anglais, là, des line-up. Oui. Ils n'ont jamais eu ça, ni avant, ni après, à la Maison des Arts. Oui. Et ce qui n'avait pas nuit, par contre, c'était, en même temps que ça arrivait, le décès d'Alfred Pellan. Ah bon, et là, la télévision de Toronto était là. Ça a donné naissance à la fondation de la Maison des Arts. La deuxième grande exposition, mais elle n'a pas eu la même envergure, même si on a tout déballé, c'était à Suzor-Côté-Colline. Ah oui. Mais c'était pas la même envergure. Mais après ça, on a fait des belles expositions. Mais tu n'as eu beaucoup. Tu en as eu quand même une vingtaine d'expositions. Oui. Et on mettait surtout de l'avant. On avait été, en passant, mentionné avec beaucoup d'éloges par de Gazette sur les enfants et. Les enfants et Jean-Paul Lemieux, les enfants Marc-Aurèle Fortin, les enfants et les Premières Nations, les enfants ici et ça. Et c'était ça le déploiement de la Fondation. Et en même temps, dans les mêmes années, suite à l'intervention de Mme Yolande Dano, et en passant mon épouse, on a parti le calendrier des peintres de Laval. Je vous avoue candidement là, qu'au départ, j'étais réticent. Oui, hein? Je me disais, oh mon Dieu. Un calendrier. Un calendrier. il y avait les calendriers de garage à ce moment-là. Oui, il y avait des calendriers partout. Il y avait un Playboy, le laboratoire. Oui. Mais c'était un grand succès. D'autant plus que la ville était partie prenante. On était la seule ville, et on est toujours la seule ville, à se faire. Et le maire, à l'époque, n'envoyait partout aux ministres, aux députés, au premier ministre, à tout le beau monde. Malheureusement, aujourd'hui, ça se fait plus. Mais par contre, tu as beaucoup d'autres activités qui ont fait que la culture s'est maintenue ici à Laval. Par exemple, tu as fait un film aussi. Oui. J'étais pas seul. Vous avez participé, monsieur. Oui, d'accord, mais... Oui, avec Mme Joanne Pombriand. C'est l'idée de Mme Joanne Pombriand qui m'est arrivée avec ça. C'était les débuts de l'île Jésus, des premiers temps de l'île Jésus. Une île en mémoire. On a eu la collaboration majeure
de l'Office national du film. Et à l'époque, la vice-première ministre, Mme Bacon, nous avait beaucoup aidés. Et là, ensuite, Ville de Laval a suivi. Et on a fait un film qui était extraordinaire. Mais tu as aussi tu as fait d'autres activités, comme tu avais Laval comme on appelle, Sainte-Rose-en-Bleu. Oui, on a fait Sainte-Rose-en-Bleu. Et, durant plusieurs années? Oui, on avait un beau feu d'artifice sur le bord de l'eau. Ah, oui. Et tout ça, avec l'arrivée des changements d'administration, puis quand est arrivé le scandale des enveloppes, tout ça, c'est à débouler. Tout le monde avait peur de participer, puis en tout cas. Et donc, on a été forcé de laisser ça de côté. Mais on se spécialise beaucoup plus maintenant dans la promotion d'artistes peintres de Laval lors d'expositions particulières, comme dans les restaurants. Et j'ai compris, c'est une petite découverte, que les gens aiment beaucoup voir les artistes d'ici dans nos restaurants, dans nos principaux restaurants. C'est une belle découverte et ça va très bien. C'est intéressant. Écoute, vous avez fait, je reviens à Sainte-Rose-en-Bleu, vous aviez un chapiteau qui accueillait 800 personnes. Oui. Hein, qui accueillait 800 personnes. C'était tout un événement. On avait un chapiteau qui accueillait 800 personnes pour le feu d'artifice. Et aussi, on fermait le boulevard Sainte-Rose pendant 3 jours avec des concerts, entre autres avec l'Orchestre symphonique de Laval et certains artistes. Et c'était beaucoup apprécié. Mais il y a une activité où vous aviez fermé le pont. Oui. Alors ça, c'était en l'an de mémoire, là. Je pense que c'était en l'an 2000. De mémoire, c'est en l'an 2000. Oui. Je ne suis pas certain, mais en l'an 2000. Et avec la collaboration du ministère des Transports et de la ville de Rosemère, on avait fermé le pont. On avait présenté la bottine souriante. Et je me souviens, il y avait eu une petite erreur au niveau de l'installation de l'orchestre, pas de l'orchestre, mais de l'estrade. L'estrade, c'est ça. J'avais cherché le mot, l'estrade. C'est qu'elle était toute droite, or que le pont est courbé. Alors, les premières rangées, il n'y avait pas beaucoup de son, mais le son se rendait passer Sainte-Rose. Mais c'était un grand succès. Ça. Mais avant que l'orchestre, le groupe de la bottine souriante performe, les gens se promenaient de Sainte-Rose à Rosemère, de Rosemère à Sainte-Rose sur le pont, avant l'installation principale. Et je me souviens pas de son nom, le principal de la bottine souriante, qui disait, là, tous ensemble, on va taper du pied. Et une dame à côté de moi m'a dit, c'est dangereux pour le pont. J'ai dit, non, pas avec les ponts modernes. Les anciens ponts, c'était très dangereux. Ouais. Voilà. Maintenant, écoute, tu as aussi des projets futurs, si tu veux, avec Patrimoine Laval. Oui. Patrimoine Laval, c'est quelque chose qui tient à cœur. La Fondation Chapeau de Patrimoine Laval. Et ça nous a permis de mettre en évidence les bâtisseurs, les grands bâtisseurs de Laval. On a ainsi, je pense, c'est 18 ou 19 grands bâtisseurs qu'on a honorés en leur remettant des plaques honorifiques et en soulignant leur apport. Et on va continuer dans ce sens. Et surtout, maintenant, de plus en plus, ceux qui ont contribué à la culture et à la diffusion de la culture. Et j'ajoute la diffusion de la culture en art visuel. Oui, en art visuel, oui, c'est surtout. Important. Laval actuellement, a négligé un petit peu le milieu culturel. Crois-tu qu'on devrait peut-être insister davantage? Alors, je ne veux pas porter de jugement. C'est pas facile. On traverse une période, c'est pas juste Laval, on traverse une période où les gens ont de la difficulté à regarder en arrière les valeurs du passé. Et aussi, mais ça, c'est la base de tout. Et c'est le jeu que nous, on va faire pour sensibiliser les gens à ce que les gens d'ici, du Québec et surtout de Laval, de l'île Jésus, ont apporté au niveau culturel. Voilà pour l'instant.
C'est formidable. Guy Cyr, tu as été reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Oui. Aussi, il t'a honoré. Tu as reçu à plusieurs reprises à mon avis. Tu as été honoré pour tout ce que tu as fait, parce que tu as fait un travail magnifique ici à Laval. Tu as maintenu la culture à bout de bras quand même durant plus de 25 ans et tu continues à le faire encore. C'est important. Mais j'ai su m'entourer correctement. Et c'est ça le grand secret. Oui. Et aussi, un autre secret, c'est savoir collaborer avec des autres organismes. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est un grand secret de succès. Collaborer avec d'autres organismes. Actuellement, on collabore très bien avec l'Association Québec-France-Laval. Et c'est, en passant, c'est eux qui mettent de l'avant la francophonie. Je formule un souhait. J'espère que Ville de Laval va reconsidérer sa décision de ne pas reconnaître l'Association Québec-France-Laval. Oui. On peut exprimer le soin que ça soit révisé, que cette décision soit révisée. Guy Cyr, c'est formidable. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Et puis, je souhaite quand même que tu continues à faire la promotion de la culture ici à Laval. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Merci. Voici une petite capsule d'histoire. Vous savez qu'au début de la colonie, c'était pas facile de construire une maison. Il fallait compter 4 ou 5 ans pour construire une maison. Tout d'abord, il n'y avait pas de chevaux. Alors, oui, il fallait creuser le sol à la main, transporter la terre à la main. Il fallait aller cueillir la pierre adéquate, la transporter, transporter. Il fallait briser la pierre, l'aménager en conséquence. Il fallait tailler le bois pour le faire. Il fallait faire le mortier. Il fallait faire les fenêtres et tout ça. Et puis, c'était pas facile. Alors, ça prenait 4 ou 5 ans avant de construire une maison. Il fallait s'y prendre pas mal d'avance. Vous voyez que les temps ont bien changé. On construit une maison maintenant en dedans de 5 semaines. Alors, c'était pas facile. Il y avait aussi les attaques iroquoises ici sur l'île Jésus, qui n'étaient pas faciles aussi. Alors, si jamais vous avez la chance de visiter les vieilles maisons de l'île Jésus, souvenez-vous que c'était pas facile, qu'il fallait beaucoup de labeur alors que nos ancêtres ont été très courageux. Les temps ont bien changé, hein. Disons que si je regarde les banques, par exemple, les banques, autrefois, tout était écrit à la main. Alors, vous voyez ici des livrets de banque. C'était écrit, pas à la main, mais pas seulement qu'à la main, à l'encre. Alors, le caissier écrivait le montant, il faisait l'addition, et puis prenait un buvard, puis il fallait estampiller ça pour que ça barbouille. Vous voyez ça a changé. Même que au début, on n'avait pas le droit, lorsque les crayons billes sont sortis, on n'avait pas le droit d'utiliser les crayons billes. Il fallait utiliser absolument les crayons d'encre. Alors, les banques étaient très, très réticentes sur les changements. Très, très réticents. Vous voyez comment les temps changent? Nous avons dans l'île Jésus des citoyens qui ont marqué notre ville par leur comportement, leur bravoure et puis tout ce qu'ils ont pu avoir fait. Alors, Jacques Bruno, tu es de ceux-là. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. Merci. Jacques Bruno, après, tu es né à Minerve, mais rapidement, vous êtes arrivé à Saint-Ézéard. Oui, je suis de la Minerve. Effectivement, je suis venu faire mes études à Sainte-Rose. Okay. Donc, j'ai déménagé à Saint-Ézéard. Mes parents avaient acheté une maison en arrière des Chaux-Bichon dans le temps. Oui. Puis, donc, j'ai fait mes études à Sainte-Rose. Ah, mais t'es arrivé à quel âge à Sainte-Rose? Oh là là, quelle question. T'es curieux? Très, très curieux même. Donc, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans déjà. Tu étais un bon sportif, qu'on me dit aussi. Oui, je joué au hockey longtemps. Oui, longtemps. Ouais. J'ai été quand même un centre pour la paroisse de Saint-Ézéard. J'adorais le hockey. J'ai fait ça pendant quelques années. Mais, Jacques, comme aussi, tu étais un type aussi qui n'avait pas peur de rien, qui était prêt à aider tout le monde. Même que la presse mentionne que
un bel acte de bravoure, au moment donné, à Saint-Ézéard, en 1950. Ouais. Mais c'était toi? Ça, Hein? c'était moi, c'était moi. On était en train de mettre en quinto, qu'ils appellent, là, Oui. avec de l'orge. Puis M. Paquette, qui était sur une faucheuse lieuse, avec les guides attachés à son dos pour pas que les guides tombent dans la machine. Oui. Il a passé dans un trou, la machine a culbuté, il est tombé en arrière dans le trou, les chevaux se sont montés, Ouais. puis la route commençait à y monter dans le dos. De là, j'en perds des bouts. Je me souviens d'avoir vu, je me souviens d'avoir couru aux chevaux, d'avoir enlevé les morts, ça, je me souviens de ça. Puis les chevaux, à partir de là, j'en perds. J'ai dû définitivement enlever les chevaux de l'attelage qu'il y avait, parce que je les ai mis sur ce qu'on appelle la wagon, Ouais. amener M. Paquette dans un paquet de poches, le ramener à la maison, qui était quand même facilement 5-6 km plus loin. Si loin que ça? Ah ouais, c'était loin. Hey. Et puis donc, c'est des bouts qui m'échappent. Mais à l'âge de 14 ans, faire ça, il fallait être, avoir de l'audace quand même. Peut-être, peut-être. Mais il faut dire que j'ai toujours été seul, j'ai toujours été éduqué seul, j'ai appris à me débrouiller seul. Déjà, à l'âge de 8 ans en avant, j'avais mon gars dans l'or et je bûchais. Ah oui? Ouais. Ah, c'est tout que ça. Ouais. Mais tu es devenu aussi un homme d'affaires très important. Donc, comment t'es venu l'idée? Tu as parti les aspirateurs centrales. En fait, ça s'est produit dans un accident ou l'incident, si on veut. Mon épouse est tombée, parce que j'étais jeune marié dans le temps, en 59, mon épouse est tombée dans l'escalier avec un aspirateur. Bon. Alors, j'ai dit, non, ça se fait pas, il doit y avoir autre chose. Et là, j'ai commencé à regarder et je me suis patenté un aspirateur central chez moi en 62. Ah bon? OK. En 62. Et j'ai toujours continué parce que quelqu'un me demandait, c'est quoi? Ben, c'est mon aspirateur. Ça fonctionne comment? Et je me suis dit, m'en faire un, j'en faisais un, j'en faisais deux, j'en faisais trois. À tous les ans, je fabriquais des aspirateurs. Mais c'était pas mon travail. Ah, bon. Mais tu l'as amélioré et finalement, tu as parti une compagnie qui s'appelle Cyclovac. Exact. Cyclovac, c'est... Ouais, Cyclovac, le mot d'affaires a été choisi en 74. C'est toi qui as choisi le nom? Oui. Pourquoi? Ben, disons qu'à cette époque-là, le ministère de l'enregistrement des sociétés était très à cheval à ce que le mot devait représenter le produit. Donc, j'avais VAC qui était vacuum, Cyclo parce que je fonctionnais avec une mode cyclonique, un aspirateur cyclonique. Donc, c'est devenu Cyclovac. Aussi vite que ça. Maintenant, est-ce que ça a monté très rapidement? Parce que c'est tellement gros aujourd'hui. Au début... Donc, le marché n'était pas facile parce qu'il n'était pas reconnu par les banques, pas reconnu par les prêteurs, il n'était pas reconnu au niveau hypothèque, c'était pas... Donc, il fallait se débrouiller avec tout. Alors, celui qui cherchait un central devait le financer de A à Z, il ne pouvait pas le financer par son projet. Donc, ça a pris du temps avant de déboucher. Oui? Ouais. Mais ça a été vite, mais là, ça a débouché rapidement. Ça a débouché quand on a pu traverser certaines étapes, oui. Oui. Maintenant, c'est gros. C'est très, très gros. Aujourd'hui, c'est mondial. C'est mondial, hein? Aujourd'hui, c'est mondial. Toi, tu as été administrateur longtemps? Bien, disons, sa fondation jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. C'est en 1982, quand l'argent est devenu très difficile, il fallait quand même se dégager pour aller vers l'extérieur. Donc, j'ai commencé à aller voir à l'extérieur. Donc, en 83, je suis allé en Europe. Et en 87, j'ai commencé à m'installer en France. En 89, j'étais là. En 91, 92, j'étais en Angleterre. Donc, j'ai fait les pays du Nord, autant le Danemark, la Suède et tout ce que tu veux. Et je suis établi là-bas en 92. J'ai acheté une vieille école qui est devenue mon entrepôt. Et la résidence de professeur est devenue ma maison, ma résidence, convertie à la québécoise, évidemment. Oui. Donc, j'allais là-bas léger. Je voyageais léger. Moi, j'avais mon matériel là-bas, j'allais avec mes valises. J'avais même pas de valise, j'allais léger parce que tout était là. Il fallait de l'audace pour arriver à faire tout ça, parce que quand même, ici, dans la nature des citoyens de Saint-Ézéard, il n'y avait pas beaucoup d'hommes d'affaires, il n'y avait pas d'exemple. Ça n'a pas été facile. Je ne m'en cache pas, ça n'a pas été facile.
arrivé là-bas, puis que les gens ne le connaissaient pas, le produit n'était pas connu. Et je suis un étranger. Ah oui, c'est vrai. En plus, je suis un étranger. Alors, les 2 premières années, ça n'a pas été facile. C'est bien organisé. Maintenant, c'est rendu à quel endroit, l'édifice principal, la grosse... La plus grosse partie est à Blainville. À Blainville. Oui. Mais c'est gros. Ça l'occupe aujourd'hui quelque chose comme 120 000 pieds carrés. 120 000 pieds carrés. Oui. C'est gros. Puis tu fais partout, vous faites affaire partout dans le monde. Oui. Formidable. J'avais conçu l'idée de faire de l'assemblement en France. Oui. J'avais le terrain, j'avais la prospérité, j'avais les connaissances. Mais là, il y a eu le transfert du fameux 40 heures ou 35 heures que tout le monde a connu. Donc, c'est l'augmentation de 20 donc je n'ai pas fonctionné avec ça. OK. Maintenant, tu as confié l'administration à tes enfants. Oui, c'est mon garçon. Le deuxième de mes garçons qui est président qui est président là-bas. Mais lui, il a toujours été avec moi depuis le début. Oui? Oui. C'est un bon administrateur. Il a appris. Il a appris. Il a appris. Il a été formé. Il y a eu des discussions pas faciles, dans ce sens que j'ai dit, si tu veux être président, tu dois apprendre un cours d'administration, tu dois prendre un cours d'anglais, tu dois être parfait bilingue. Il a tout fait. Il a fait son cours d'administration, il est parfait bilingue. Ses affaires vont bien. Ça a été formidable. Il a été à bonne école quand même, puis tu l'as bien dirigé. Oui, pas facile. Pas facile, hein? Pas facile de dire non et pas facile de dire oui, c'est facile. Quels sont les projets d'avenir pour Cyclovac? Bien, à date, Cyclovac ont acheté plusieurs compagnies compétitrices en travers le Canada. Un point que Cyclovac s'est rendu le premier fabricant d'aspirateurs au Canada. Un des 7 avec les États-Unis. Donc, on est impliqué partout. Donc, il y a des marques qu'il a achetées et qu'il administre directement du plan. Donc, tout se fabrique là. C'est formidable. Formidable. Des beaux projets. Je reviens au début, en 1950, lorsque tu vivais à Saint-Ézéard. Aujourd'hui, tout est bâti. À l'époque, c'était comment, Saint-Ézéard? Oh, c'était un petit village, un village de quelques personnes qui vivaient sur le boulevard Labelle comme tel. La bâtisse principale, c'était le Castor. Oui. Le Castor, qui était au coin de la rue. Tu parles du boulevard de Laurentides, c'était le boulevard Tachereau, je pense, à l'époque, hein? J'appelais ça le boulevard Tachereau, mais c'est le boulevard de Laurentides. Oui, c'est ça. Puis ensuite, il est venu quand même la venue d'un M. Paradis, qui était maire de Paradis, et qui a eu la rue Paradis, justement, où le concept a eu lieu réellement. Oui. Et c'est là que le Saint-Ézéard a commencé à grandir. Le bureau de poste qui était sur le boulevard de Laurentides est déménagé dans l'allée de l'église. Et il y a eu l'expansion qui s'est prise là. Ensuite, les terres ont commencé à se vendre. OK. Mais tout le monde se connaissait, c'était pas grand. Ah oui, tout le monde se connaissait là-bas. Oui. C'était surtout l'agriculture. Surtout l'agriculture. Ah bon. Tu es à Laval depuis longtemps. Comment tu vois l'avenir à Laval? Oh, là, c'est général, là. Oh, c'est général, hein? C'est pas. Crois-tu que Laval a grandi trop rapidement? Oui. Ça a grandi rapidement, ça a manqué de coordination vraiment. Il y a eu de la compétition, il y a eu des problèmes politiques, il y a eu quelque chose. Il y a eu plusieurs embûches, oui. Oui, hein? Maintenant, est-ce que tu t'impliques dans des activités spéciales? Absolument pas. Absolument pas. Fini. La grosse retraite. Ah non, je m'ennuie, mon ami. Je m'ennuie. Oui? Je ne pouvais pas savoir jusqu'à quel point je m'ennuie. Mais après avoir été aussi actif que ça. Oui, je m'ennuie incroyablement. D'avoir rencontré tant de monde dans ma vie, d'avoir formé tant de monde, formé tant de bureaux à gauche, à droite. Et du jour au lendemain, quand tu prends ta retraite, tu n'existes plus. Il n'y a plus personne qui t'appelle. Tu n'existes plus. Oui. C'est dur à prendre. Très dur à prendre. Alors, une retraite, il faut préparer ça à l'avance quand même. J'avais commencé à la préparer. J'ai travaillé quand même dessus à montrer. Mon garçon n'est pas devenu président le jour au lendemain. Il a fallu que je l'éduque, il a fallu que je lui montre. Hein. Alors, techniquement, j'ai confié la présidence en 2003, mais j'ai cessé mes activités en 2005, 2 ans après.
Est-ce que tu as eu, tes enfants ont eu de la difficulté à s'acclimater à ta façon de procéder? J'avais 3 enfants impliqués dans la compagnie, d'accord? Une qui est tombée malade, et l'autre actuellement qui était pas bien vue par son frère et sa soeur. Donc, on l'a bousculé. Bon. Donc, ça fait que le deuxième est demeuré le seul président, le seul propriétaire. Tout ça, ça a fait des froids. Ça a fait des froids, hein? ça a fait tout un froid. Toujours des problèmes. Ça a été très dur pour mon épouse, ça, ce Oui, froid-là. Hein? Mais écoute, Jacques, tu as fait un travail magnifique et de partir de rien, que le petit gars de Saint-Ézéard qui a réussi à construire un empire aussi grand que ça, un empire dans le domaine des aspirateurs sans frein. Je dirais que mon premier aspirateur, je l'ai fabriqué dans mon sous-sol. Dans ton sol. Ouais. C'est bon. Et là, j'ai commencé à trouver des pièces pour pouvoir l'améliorer. Finalement, j'ai été mis en chômage par la compagnie où j'étais. J'ai été tout près d'un an chercher un emploi. À Noël, un monsieur est arrivé avec son garçon pour avoir chacun un aspirateur pour donner à leur épouse pour cadeau de Noël. Ça m'a éveillé. Et je me suis commencé à toucher les aspirateurs au mois de janvier. Et j'en suis jamais sorti. Que le fait d'avoir été en chômage, ça t'a aidé. C'est ça ils t'ont rendu service. De certaine façon, oui. Parce que mon travail était complètement dans la partie technique. J'étais représentant technicien pour le bureau d'ingénieur conseil. OK. Ah oui. Ah. Alors, les derniers projets, c'est Place de Jardin, le Palais de justice de Montréal, Mirabel Airport. C'était dans le projet industriel. Bon, c'était bien. Écoute, Jacques, nous avons le même âge. OK? Ah oui, à quelques mois près. Quelques mois près. Et on va se souhaiter de continuer à avoir une bonne santé, de se trouver quand même des activités agréables. Puis moi, je te remercie beaucoup d'avoir participé et je pense que les gens vont être bien contents de voir le succès de ton entreprise. Merci. Merci. À bientôt. Bien.